Bienvenue dans Crise et Identité. Au sommaire de ce numéro, démocratie, transparence, suffrage universel et alternance politique. L'Afrique semble une terre infertile à ces concepts qui ont fait florès en Occident. Malgré le désir d'alternance qui travaille profondément les sociétés africaines, l'horizon politique semble bouché dans nombre de pays où les dirigeants cèdent à la tentation du pouvoir monarchique et parfois même dynastique. La démocratie, importée avec optimisme sur le continent au début de la décennie 90 par les puissances occidentales, est devenue une incantation, un mot creux, et l'alternance une chimère que les élections truquées renvoient sans cesse aux calendes grecques. Pour comprendre ce mal singulier et explorer les moyens de rompre avec ces mauvaises habitudes, nous recevons le docteur Mahamadou Danda, ancien Premier ministre du Niger, de février 2010 à avril 2011. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais autant aller directement en mettant le pied dans le plat. La démocratie est arrivée sur le continent avec, pour certains, le discours de la bolle, en tout cas pour ce qui concerne la partie francophone du continent. Ça fait plus de 25 ans, près de 25 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas dans beaucoup de pays en Afrique? Merci en tout cas à New World Info. J'apprécie votre démarche. Évidemment, là, vous posez une question ouverte. Pourquoi ça ne marche pas? Et je pense qu'on ne peut pas dire que ça ne marche pas partout. Mais la démocratie est un apprentissage. Il est évident qu'à partir de 1990, la plupart des pays étaient à la limite forcés de s'embarquer sur le train de la démocratie. On prend toujours référence le discours de la bolle, mais il est évident que les acteurs intérieurs, notamment ceux qu'on appelait à l'époque les forces vives de la nation, qui étaient à la limite fatigués des partis uniques, avaient beaucoup contribué au changement dans certains pays. Le Bénin, par exemple, a commencé en 1989. Oui, 1989. Le Niger a emboîté également en 1990. Et les forces vives ont été très déterminantes, notamment les syndicats et les étudiants. Les partis politiques n'existaient pas, même si aujourd'hui il y a des alternances, des partis neufs ont pris la direction de certains pays. Le Niger a été un cas que je connais de près, parce que tout simplement à partir de ce moment, les autorités ont fini par déclarer l'ouverture du paysage politique et autoriser la création des partis politiques dans le multipartisme intégral. Il est évident que ça a été encadré parce que les partis religieux ou les partis à tendance ethnique étaient formellement interdits dans la Constitution. À partir de ce moment, le parti unique qui était en place était redevenu un parti comme les autres. Et on est passé par le processus de la conférence nationale, une façon de mettre à plat les institutions et de repartir. Mais il faut reconnaître que certaines erreurs sont venues de là. À partir du moment où le contrôle de l'instauration de la démocratie a été laissé à des acteurs totalement vierges, qui ne connaissaient ni les labyrinthes de l'administration publique classique, certains encore moins le secteur privé, ils se sont embarqués là-dessus, ils ont pris le contrôle du navire et cela a amené des dérapages. Je sais que dans un contexte comme celui du Niger, les forces vives de la nation, comme ils se sont appelés, ont tenu à prendre la direction des pays, et c'est ça dans la plupart des pays, pour faire en sorte que ce qu'on appelait l'ancienne classe ne puisse pas venir au pouvoir. Ils ont fait souvent des coalitions qui n'étaient pas forcément légales, c'est-à-dire vis-à-vis de la Constitution. Ils ont pris le contrôle, mais le problème qui s'est posé, c'est qu'il ne s'agit pas de prendre le contrôle de l'État, mais il s'agit de faire progresser. Ce qui n'a pas été possible. On a assisté à une succession de coups d'État, jusqu'à 4, avant de retrouver une période où finalement un régime a réussi à se faire succéder par lui-même, mais par les yeux. Donc ça a pris du temps et c'est pour ça qu'on a le sentiment d'un échec et du fait que ça ne marche pas. Là où les dirigeants ont réussi à contrôler pratiquement le navire, donc le pays,
ils n'ont pas cédé au système de conférence nationale, les situations sont devenues tendues. C'est pour ça que certains ont fait 27 ans au pouvoir. Mais évidemment, la stratégie des acteurs a changé. Ce qu'on a vu, par exemple, comme au Sénégal, comme au Burkina Faso, ça, c'est des formules qui ne sont pas des coups d'État classiques qu'on connaît, mais qui ont fini par déboucher sur certaines alternances. Mais je pense que nous sommes dans une logique d'apprentissage. La démocratie, par définition, a besoin du temps et des moyens pour se consolider. En même temps, bonne ou mauvaise nouvelle, ça reste à l'appréciation de chacun. On a l'impression qu'il y a une Afrique en deux vitesses. Certains pays, comme le Nigeria, qui vient de réussir une alternance démocratique saluée par tous, et d'autres, comme le Burundi, qui se sont braqués contre la démocratie. Le président ne veut pas partir. Comment est-ce que vous expliquez que ça marche dans certains pays, ça passe, et de l'autre côté, ça casse? Quand vous prenez le cas que vous citez, le Nigeria, l'actuel chef d'État, c'est 16 ans d'opposition. Quand vous prenez le cas du Niger, c'était 20 ans d'opposition avant de trouver ce qu'on pourrait appeler la rupture. Donc, dans les deux cas, si vous pensez que ça marche, moi je suis convaincu que même au Burundi, ça va marcher. Mais sauf que ça prendra du temps parce que chaque pays a sa spécificité. Votre émission s'appelle Identité et crise. Chaque pays a son identité. Et ça, c'est une spécificité. On verra quand on arrivera au niveau des campagnes. Une campagne ne se mène pas de la même manière qu'il s'agisse des élections nationales ou des élections locales. Parce que les identités sont plus fortes au niveau local, parce que le sentiment d'appartenance est plus fort. C'est la même chose dans certains pays. Ça prendra plus de temps, 20 ans au Niger pour changer, faire une rupture, 16 ans au Nigeria pour changer, pour faire une rupture. Le cas du Nigeria que vous évoquez, dont j'étais un observateur, dans le cadre de l'observation internationale parrainée par le NDI, il est évident que la situation était tout à fait particulière. Parce que le Nigeria était confronté à une situation spécifique. Le contexte était fragile, l'insécurité, surtout liée au terrorisme, était là. Les populations avaient jusque dans leur chair. Un des Nigérians de la société civile me disait, j'ai posé la question, je suis surpris que vous sortez massivement alors qu'il y a tout le risque d'attentat. Il me dit, mais écoutez, nous, on a constaté que même dans nos chambres, on n'échappe pas. On est tué dans nos chambres. Alors, on s'est décidé de changer. Nous pensons que ce n'est qu'en changeant la direction de l'État qu'on pourrait avoir des lueurs d'espoir. Alors donc, c'est ça qui a fait que la rupture, il fallait changer à tout prix. Les gens sont sortis massivement. Ils ont respecté le jeu démocratique. Ils savent que le changement ne pourrait venir que par les urnes. Ils sont donc tous sortis pour amener la rupture qu'on connaît au Nigeria. Mais il y a évidemment beaucoup d'aspects qui ont joué. Le Nigeria était le géant de la CEDEAO et de l'Afrique de l'Ouest. C'est le plus grand économiquement, c'est le plus grand démographiquement, c'est le plus puissant politiquement. Tous les acteurs internationaux, tous les partenaires s'étaient mis en contribution pour faire en sorte que le processus démocratique soit sécurisé et que les élections soient pacifiques, honnêtes et équitables. Si vous avez suivi, la Cour pénale internationale s'est mise en contribution. Elle a envoyé un message de mise en garde que tout celui qui se rendrait coupable de quelque violence que ce soit, la Cour se réserve le droit de le poursuivre. La Commission nationale des droits de l'homme, qui avait sur le dossier 2000 morts aux élections qui ont précédé celle de 2015, celle de Goodluck Jonathan, avait annoncé qu'elle se réserve le droit de réactiver ces dossiers. Des messages vidéo direct de d'Obama avait été enregistré et passé au Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères, donc le secrétaire d'État aux Affaires étrangères des États-Unis et le Premier ministre britannique ont synchronisé une intervention pour annoncer aux gens qu'ils tiennent à ce que les élections... Donc, on a eu le sentiment que tout le monde sentait que si le Nigeria basculait, c'est tout un pan de l'Afrique qui risque de basculer. Il fallait faire en sorte que tout se déroule normalement. Ils ont mis un mécanisme institutionnel. Je crois qu'il y a une commission nationale qui a été installée, pilotée par l'ancien chef d'État, Abdou Salami Aboubakar, qui a envoyé des messages forts.
Je pense que tout ceci a aidé à faire la rupture dans la paix et l'alternance dans la paix également. L'alternance aussi, est-ce que ce n'est pas une question de règles du jeu? C'est-à-dire que, comme disait Obama, il faut des institutions fortes plutôt que des hommes forts. Et en même temps, au Nigeria, dans le cas du Nigeria, vous avez parlé de la pression extérieure, notamment la pression occidentale. Donc, est-ce à dire que le seul moyen de garantir des élections libres, équitables, transparentes, c'est qu'il y ait une pression extérieure plus des règles de jeu justes? Qu'il y ait une pression extérieure, qu'il y ait la détermination des acteurs intérieurs, mais qu'il y ait également des institutions, c'est-à-dire quand je dis institutions, c'est à la fois les lois et les structures. Les lois, nous avons vu que d'abord il y avait une CENI qui a été totalement jalouse de son autonomie. Et comme on dit que les institutions ne valent que ce que vaut les hommes chargés de les mettre en application, nous avons vu la personnalité du président Djega, qui était le président de la CENI. Alors, ils avaient une transparence parfaite. Tous les textes étaient systématiquement mis sur leur site pour que la visibilité soit faite. Et la loi était respectée du début à la fin. Cela a été très déterminant. Ensuite, les structures telles que celles que je vous disais, qui était un conseil national dirigé par des responsables hors de tout doute, auxquels tout le monde, la plupart des Nigériens s'identifiaient. Ensuite, il y a eu, dans le cas du Nigeria, la mise en œuvre d'une technologie un peu particulière, qu'on ne trouve pas encore généralisée en Afrique. C'est ce qu'on appelle les lecteurs de carte à puce, la biométrie. Oui. Le Nigeria a osé. Le Nigeria, c'est 65 millions de votants. Avec une population qui avoisine les 200 millions. Qui a 170 millions environ. Donc, c'est environ 117 000 bureaux de vote. Les lecteurs de cartes à puce, pour établir l'identité des gens, c'est environ 145 000 qui ont été installés partout. Et à chaque fois, avec les lecteurs de cartes, il est impossible de frôler. On ne peut avoir qu'un seul vote et on ne peut voter que là où on a été enregistré. Alors ça, c'était extraordinaire. Ça a créé une certaine confiance. Et je pense qu'à mon sens, l'Afrique ne doit plus faire l'économie de l'utilisation de ces genres d'appareils qui sont de nature à créer la paix avant, pendant et après les élections. Pour passer du particulier, le cas du Nigeria, au général, le continent, vous qui avez été un homme au pouvoir, est-ce que vous pensez, par rapport aux conditions à mettre en œuvre pour que ce qui s'est passé au Nigeria puisse se passer au Burundi ou dans tout autre pays d'Afrique, les conditions d'une alternance? Comme j'ai dit, chaque pays a sa réalité et sa spécificité. Le Burundi est un cas dont les dérapages sont déjà en cours. Il faut peut-être espérer que la seule sortie, c'est le dialogue, que les gens vont revenir au dialogue pour reprendre le processus. Mais dès qu'il n'y a pas respect de la Constitution, il n'y a plus de légalité. L'interprétation qui est faite, en tout cas par ceux qui suivent l'arène politique au Burundi, c'est que les dispositions de certains accords qui ont été consensuels entre les différents acteurs pour arrêter la guerre civile, les dispositions constitutionnelles ne sont pas respectées. Alors il faut revenir à la table de négociation pour faire observer le respect de ces dispositions. À partir de ce moment, nous pensons que le dialogue va être déterminant. Et ça fait partie de l'une des interventions que j'ai faites au niveau des jeunes et des femmes des partis écologistes de l'Afrique de l'Ouest. Quel est le rôle du dialogue dans la gestion, la prévention et la résolution des conflits? Justement. Nous avons démontré qu'avec le dialogue, il y a des étapes à respecter et le dialogue permettrait toujours de sortir des crises. Une crise comme celle du Burundi, il n'y a que par le dialogue qu'on pourrait trouver le bon bout et maintenant aller vers sa résolution. Alors, dans certains pays d'Afrique, la variable ethnique joue beaucoup.
Est-ce que vous pensez que, voilà, après l'intrusion du multipartisme qui a été traduit par certains en tribalisme partisan, constitue aussi une grille de lecture pour comprendre cette absence d'alternance dans certains pays? Bon, je pense que la question ethnique, la question clanique, c'est des questions, à mon sens, selon l'observation que j'ai faite, qui commencent quand même à être gommées. Au départ, effectivement, quand vous constatez, la plupart des leaders des partis politiques ont comme fief leur propre région. C'est pour ça que souvent on pense à des votes ethno-régionalistes. C'était un peu partout. Mais je crois que 20 ans après, on sent qu'il y a une évolution. Et d'ailleurs, au-delà de la démocratie ou du multipartisme, beaucoup d'observateurs considèrent que des questions de décentralisation étaient assimilables à des formules de politique publique qui allaient amener à la remise en cause de l'unité nationale. Mais en réalité, on a senti que, au fur et à mesure que le niveau d'information et de formation des acteurs s'élève, ces aspects commencent à migrer et à céder la place à des visions plus objectives. Donc, personnellement, je pense que c'est des questions qui commencent à être derrière nous, parce que si on veut aller vers la conquête d'un pouvoir d'État, on est obligé d'être un homme d'État. L'envergure doit changer. Quand on appartient à un microcosme limité, c'est-à-dire à un espace micro, il est évident qu'on peut avoir des ambitions, mais il serait difficile d'être un homme d'État. Donc je pense que même les leaders sont conscients et que cette situation d'ethno-régionalisme ou de clan, à mon sens, elle limite beaucoup d'acteurs et ils en sont conscients, ils essaient de se donner une envergure plus nationale. Moi, je suis optimiste, je pense que de plus en plus, l'Afrique, ça prendra du temps, mais on est en train d'aller vers des choses qui vont conforter la démocratie en général et la démocratie à la base en particulier. Et c'est là que je reconnais le mérite des partis écologistes, parce que les partis écologistes ont d'abord la particularité d'être tolérants, ils n'acceptent pas les extrémismes, et les partis écologistes sont centrés sur les micro-espaces de planification, de développement, donc du développement à la base. Alors, est-ce que l'absence d'alternance n'est pas dans une large mesure imputable aux dirigeants des partis candidats d'opposition? Vous parliez tout à l'heure d'une rupture avec une certaine ethno-projection des politiques. Oui. Est-ce que les dirigeants des partis politiques, c'est ce que nous appelons traditionnellement les leaders d'opposition, ne sont pas, dans une certaine mesure, responsables de cette absence, de par leur incompétence, de cette inalternance-là sur le continent? Je ne sais pas si on peut... De quelle incompétence? Incompétence politique? De cette incapacité à formuler des discours qui soient fédérateurs. Tout à l'heure, vous parliez d'être des hommes d'État, de cette incapacité à se projeter dans le costume d'homme d'État pour porter un discours, un programme politique qui puisse épouser les aspirations des peuples. Vous savez, moi je considère que les hommes politiques, évidemment, quand on prend la définition de la science ou des sciences du politique pour l'homme politique qui est par essence l'élu est l'homme qui a atteint un certain niveau achevé de patriotisme. Mais en Afrique, nous n'avons pas ça. Et je sais que les hommes politiques sont toujours dans des logiques de calcul politique et politicien. Ce n'est pas parce qu'ils ignorent des choses, mais en réalité, ils ont une stratégie en tant qu'acteurs politiques pour soit conserver le pouvoir, soit aller vers la conquête du pouvoir. Donc, c'est délibérément qu'on masque souvent certains aspects, pas par ignorance, mais du fait de la stratégie. Donc, s'ils ne font pas des discours fédérateurs, ça rentre dans les calculs politiques. Ce n'est pas parce qu'ils sont, à mon sens, incapables, parce qu'on a quand même la chance qu'entre les premières républiques en Afrique et les républiques qu'on a aujourd'hui, les cadres qui sont là sont des cadres de très haut niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas comparer le niveau de formation
peut-être le niveau du patriotisme. On peut dire que ceux d'avant ont un niveau de patriotisme relativement plus achevé. Par contre, le niveau de formation des cadres qu'on a aujourd'hui, les chefs d'État, c'est des ingénieurs de haut niveau, c'est des cadres de haut niveau. Donc le discours fédérateur n'est pas fait peut-être par calcul politique, mais pas par incompétence ou par ignorance en réalité. Et c'est ça aujourd'hui, toute la gouvernance au-delà du discours, toute la gouvernance qui comprend aussi bien la gouvernance politique, économique, financière et environnementale, on a échoué en 50 ans d'indépendance parce que tout simplement, les gens, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, se préoccupent d'autre chose que peut-être même des programmes sur la base desquels ils ont été élus. Donc, je pense que ce qui est décevant aujourd'hui en Afrique, c'est moins que les gens sont... C'est sûr parce que les gens sont incapables de créer une rupture en termes d'amélioration des conditions de vie des populations. Mais ce qui est décevant, c'est qu'on a des cadres de très haut niveau, mais on a le sentiment que tout se dégrade, tout se détériore. La corruption est devenue très présente, la gabegie est devenue très présente. L'absence au travail, la démobilisation est totale. Le rapport entre les citoyens et le temps n'est pas ce qu'il devrait être. Le rapport entre le citoyen et les deniers publics n'est pas ce qu'il devrait être. Et cette situation, moi, me déboussole totalement quand je vois la masse critique des cadres bien formés, logiquement qu'on a, et la situation progressive de la dégradation dans tous les domaines. Et ça, c'est décevant à mon avis. Si je peux résumer, c'est une question d'offre et de demande. C'est-à-dire l'offre politique n'est pas à la hauteur ou bien ne rencontre pas assez les aspirations de la base qui serait le peuple. Ben, c'est ce qui explique d'ailleurs la démobilisation et l'abstention que vous avez de plus en plus dans les élections parce que le citoyen est perdu. Il n'a plus de modèle par rapport aux dirigeants qu'on a. Effectivement, comme vous le résumez, c'est un problème d'offre et de demande. C'est sur ces mots que nous achevons ce numéro de Crise et Identité. Je vous rappelle qu'on était avec M. Mahamadou Danda, ancien Premier ministre du Niger, de février 2010 à avril 2011. C'est la fin de ce numéro de Crise et Identité. Merci de nous avoir suivis.